enseignant et il publie SOS Zinzin, chroniques politiques et satiriques, une compilation de textes parus de 2008 à 2024 dans la revue Reconquête du Centre Charlier. Pierre-Henri, bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être sur le plateau de TVL pour répondre à nos questions et pour présenter cet ouvrage qui est bien évidemment dès maintenant en vente sur la boutique de TVL. Vous allez sur le site tvl.fr, vous savez comment faire bien évidemment pour vous procurer cet ouvrage dès maintenant. D'où vient le titre SOS Zinzin? Est-ce une alerte comique ou un signal de détresse face à la politique actuelle? Peut-être un peu des deux d'ailleurs. Alors c'est un peu des deux. En fait, pour l'anecdote, ça vient d'un film. Ça vient d'un film avec Bruce Willis, qui est le 3e volet de la série Die Hard, donc qui s'appelle Une journée en enfer, et où c'est le fameux flic new-yorkais John McClane qui est aux prises avec une espèce de terroriste est-allemand qui en fait est surtout un braqueur, qui se camoufle en idéologue, et qui lui fait faire un jeu de piste dans New York. Et à un moment, ils ont une conversation téléphonique où John McClane lui explique qu'il était en train d'appeler pour son cas, d'appeler SOS Zinzin. Et cette formule m'avait bien plu à l'époque, parce que c'était un petit peu le pendant de SOS Amitié ou SOS Baleine, on peut dire, pour les dingues, et pour les dingues idéologiques. Alors, c'est à la fois, vous savez, c'est un peu à la Desproges, c'est la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, et en même temps, c'est aussi un cri de détresse, mais qui vient toujours derrière l'arme de l'humour, ou en tout cas de l'ironie. Mais est-ce que vous avez fait le choix de la satire et non, dites-vous, des ricanements de dérision? Oui. Quelle est la différence, très précisément, dans votre esprit? Les ricanements de dérision, c'est un peu l'esprit de l'époque dans les grands médias, dans les émissions façon Yann Barthès, Quotidien, etc., où on a toujours, en fait, l'alibi du camp du bien. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est du bon côté de l'histoire, on sait qu'on est du bon côté de la morale, on sait qu'on est pur, parce qu'on est de gauche, parce qu'on est d'extrême gauche, parce qu'on agit pour le progrès, pour le bien de l'humanité. Et donc, à partir de ce point de vue moral, on se permet de tourner en dérision méchante, toujours méchante, les cibles les plus faciles. Ça peut être tantôt l'Église catholique, tantôt les ploucs dans les campagnes, tantôt les gens qui considèrent qu'il n'y a que deux sexes et pas 42 genres différents ou 50 000. Et ça, en fait, cette méchanceté-là, c'est l'arme de la domination idéologique de la gauche. Et je pense que notre tradition idéologique à droite, notre tradition politique, notre tradition aussi littéraire, c'est pas du tout le même style d'humour. C'est pas du tout, ce ne sont pas du tout les mêmes cibles et ce ne sont pas du tout les mêmes armes. Et moi, j'ai préféré prendre le contre-pied exact, c'est-à-dire m'attaquer aux idées, m'attaquer aux argumentations, m'attaquer au paralogisme, m'attaquer à tout ce qui est fou dans le raisonnement, plutôt que d'aller m'attaquer à des cibles faciles, comme le font toutes ces belles personnes du haut de leur pilier moral. Pensez-vous quand même que la satire politique ait encore un pouvoir de réveil aujourd'hui? Parce que c'est bien ça que vous cherchez, réveiller les consciences, réveiller le peuple, les peuples. Oui, mais c'est en même temps, je pense que c'est aussi un antidépresseur, la satire. C'est-à-dire que, vous savez, vous le savez encore mieux que moi, vous êtes journaliste, tous les jours, si on est plongé, si on a le nez dans le guidon des faits divers qui sont de plus en plus atroces et de plus en plus fréquents, si on a le nez dans le guidon des déclarations de nos gouvernants français, européens ou mondiaux, on ne peut qu'être parfois, voire souvent, entraîné en fait dans une espèce de spirale de désespoir. Et je pense que l'arme de la satire, c'est d'abord un antidépresseur, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de temps en temps de reprendre un petit peu espoir, de reprendre un petit peu une pinte de bon sang, comme on disait avant, quand on part en fou rire, on se prend une pinte de bon sang, et ça nous aide à aller de l'avant. Et ça nous aide aussi à avoir un petit peu cette capacité à ne plus nous justifier de tout. Nous, gens de droite de conviction, gens de droite de tradition, nous qui sommes constamment justement moqués, vilipendés par la gauche, et au contraire, l'arme du rire, en la retournant, ça nous redonne à la fois de l'espoir et de l'armement intellectuel, je pense aussi. Parlez du terme antidépresseur. Est-ce que c'est un antidépresseur pour les autres ou est-ce que c'est un antidépresseur pour vous-même, pour tous les esprits lucides qui vivent dans un monde devenu absurde? Alors très sincèrement, je ne sais pas si l'humour est une qualité innée ou acquise. Moi, j'ai l'impression qu'elle m'a été en grande partie transmise par mes parents, que je remercie, le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que le fait d'avoir la capacité de rire de nos adversaires et de tous leurs actes et de tous leurs propos,
c'est d'abord, oui, non, un antidépresseur pour soi, parce que sinon, il y aurait des moments, vous savez, où le fatalisme, le défaitisme, l'abandon, le désespoir peuvent vraiment nous submerger, nous, militants, nous, sympathisants, nous, citoyens de la France du XXIe siècle. Donc, d'abord pour moi, ça c'est vrai. Et puis peut-être une proposition justement pour les gens qui aimeraient sortir un petit peu la tête de ces eaux saumâtres et la sortir par le haut et par le rire. Allez, pour les ennemis de la France, pour les zinzins, vous avez réalisé, donc je l'ai dit, entre 2008 et 2024, 150 chroniques, très incisives, très humoristiques, c'est vrai. Comment choisissez-vous vos cibles ? Alors les cibles, je les choisis principalement dans médias écrits, médias télévisés. Ça peut être aussi des extraits de conférences, des extraits d'ouvrages universitaires. Très souvent, en fait, ce sont des magazines. Je vais chercher dans les parties chroniques, les parties idées, culture, débat. Alors j'ai des cibles récurrentes. Généralement, je vais aller chercher dans Libération, dans l'Obs, dans Philosophie Magazine, très souvent. Sur certains sites internet, à l'époque, vous aviez le Plus du Nouvel Obs, qui était une espèce d'amas de blogs ou de micro-blogs sur lequel il y avait entre autres Bruno Roger Petit, avant qu'il ne devienne porte-parole de l'Élysée au début du premier mandat de Macron, et où il écrivait tout un tas d'insanités. Alors on va le retrouver plusieurs fois au fil de ces pages, Bruno Roger Petit. Donc c'est généralement dans ces médias-là, écrits ou télévisuels, que je vais chercher les tribunes, les papiers d'opinion qui diffusent les théories les plus farfelues. Est-ce que c'est l'actualité qui vous guide ou c'est plutôt les figures idéologiques récurrentes ? Vous parlez de... C'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on a vu émerger il y a maintenant, on va dire 4-5 ans, ce que l'on appelle aujourd'hui le wokisme. Le wokisme, en fait, c'est tout sauf nouveau, bien évidemment, puisqu'il y a 30 ans, 40 ans, dans les années 80, sur les campus américains, on parlait déjà de politically correct, donc le politiquement correct, le PC, disent les Américains, et qui a eu en fait tout un tas de nouvelles têtes, une hydre qui a de nouvelles têtes, et tout un tas de nouvelles résurgences jusqu'à ce que l'on appelle aujourd'hui le wokisme. Donc, bien évidemment, il y a des éléments d'actualité qui font que, forcément, à un moment, époque Manif pour tous, il y a eu énormément de choses qui ont été dites en faveur du militantisme LGBTQIA+, en faveur du mariage homosexuel, etc. Donc oui, là, ça me guide dans mes recherches, mais pas toujours. Il m'est arrivé de trouver des articles délirants qui parlent d'urbanisme, qui parlent de littérature. J'en avais fait un il y a assez longtemps sur une interprétation queer de Rabelais. Donc c'est pas vraiment un sujet d'actualité, mais c'était largement assez bidonnant pour que je m'en empare et que j'en fasse une chronique. Alors quel personnage contemporain incarne le mieux selon vous l'esprit zinzin ? Je sais que vous avez l'embarras du choix. Alors l'embarras du choix, il y en a plein. J'aurais tendance à vous dire un qui est très connu sur les plateaux de télévision et de radio, c'est Édouard Louis. Édouard Louis qui forme une espèce de trinôme, enfin en tout cas de duo avec Geoffroy de Laganerie, qui est une espèce de sociologue qui n'a pas produit grand-chose en production universitaire, mais qui vient sur les plateaux télé et radio nous expliquer alors dernièrement qu'il fallait absolument abolir le système pénal et le système judiciaire, parce qu'en fait la répression des crimes et délits était une oppression capitaliste et fasciste, et donc qu'il proposait, d'ailleurs on ne sait pas tout à fait quoi, et lui à part ses ricanements n'avait pas grand-chose à dire de concret. Donc Édouard Louis et Laganerie, c'est vraiment, je pense, la synthèse et la caricature de cette gauche intellectuelle et littéraire, bouffie de prétentions, bouffie d'infatuation, et qui va nous asséner des théories avec un jargon incompréhensible la plupart du temps, et avec des propositions absolument délirantes. Alors Édouard, lui, au niveau international, il y a Judith Butler, dont on parle beaucoup, qui est en gros la papesse des théories du genre, et du genre fluide en particulier. Ça, ce sont des figures comme ça, plutôt pas mal. Vous écrivez comme dans toute escroquerie sectaire, la gauche exploite les passions tristes et les psychoses. Vous parlez aussi d'idéologie gauchiste devenue hystérique, mais quel est l'élément déclencheur de cette folie moderne ? Ça, c'est une vaste question. École de zinzin. C'est une vaste question, Martial. Je pense qu'on pourrait peut-être même aller jusqu'à nous interroger sur le déclin ou la décadence de l'Occident, parce que je ne suis pas tout à fait sûr que ce genre de délire idéologique et intellectuel apparaisse de la même manière dans d'autres ères civilisationnelles. Et en tout cas, je pense que dans l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, en gros l'Europe et l'Amérique du Nord principalement,
On a une espèce de lassitude de la vie, de lassitude de l'énergie vitale, de lassitude de tout ce qu'on a créé depuis 2000 ou 3000 ans, et qu'on est à une époque d'instinct de mort. Et cet instinct de mort se traduit par des formes très hystérisées pour les gens qui sont les plus en déshérence à cause de faiblesses psychologiques, sociales. Ça, on le voit dans le mouvement woke ou dans le mouvement LGBT, par exemple. Et parfois, vous savez, ce sont des phénomènes vraiment sectaires. Et les sectes recrutent leurs adeptes, bien évidemment, chez les gens les plus malléables, chez les gens les plus faibles, et chez les gens qui ont du ressentiment à assouvir. Et ça, c'est le ressort de ce qu'on pourrait appeler le socialisme éternel ou la gauche éternelle. C'est une espèce de ressentiment qu'on a absolument besoin de déverser pour oublier la médiocrité de sa propre vie ou ses propres échecs. Et donc c'est dans ce fonctionnement-là que les formes les plus extrêmes d'hystérie politique et idéologique vont trouver leur recrue et leur piétaille, en fait. Alors ça ne dure pas toute la vie. Chez ces recrues-là, certains peuvent avoir à un moment des éclairs de lucidité et revenir à des choses plus rationnelles, plus terre-à-terre. Et moi, mon livre et mes chroniques, c'est aussi un appel à un retour au sol bien dur, au plancher des vaches. Mais on a aussi des soldats idéologiques qui, toute leur vie, vont être dans une espèce de volonté de détruire, en fait. En fait, vous êtes en train de me dire que la France a disparu il y a quelques siècles au profit de l'Europe. L'Europe a disparu au profit de l'Occident. L'Occident est en train de disparaître. C'est ça que vous me dites, et que vous êtes en train de signer les derniers feux de la décadence de cet Occident. J'aimerais que ça ne soit pas les derniers feux. C'est-à-dire, j'aimerais qu'il y ait un avenir viable pour notre ensemble civilisationnel. Alors bien évidemment, moi je pense d'abord à la France, mais bien évidemment la civilisation européenne a un sens et veut dire quelque chose, et même l'Occident, mais ça serait pousser un peu plus loin l'analyse. Je ne sais pas si nous sommes voués à disparaître, comme le pensent beaucoup de théoriciens de la décadence. Je pense qu'il y a de véritables manifestations d'épuisement. C'est-à-dire qu'ils se traduisent par du désespoir, par du fatalisme, par de l'inaction, ou par vraiment ce nihilisme de gauche qui a une volonté qui est celle de détruire et de saper ce qui fonctionne et ce qui a fonctionné. On est à un moment oui, comme peut-être l'être humain souffre parfois de dépression, et les dépressions sont de véritables maladies, mais dont on peut guérir, je pense que l'Occident est en dépression. Mais je ne sais pas s'il en sortira. La logique et le bon sens, ce sont en fait vos armes. Est-ce que c'est encore audible dans une époque où on a l'impression que seule l'émotion ou les émotions dominent le débat ? C'est une discipline, je pense. Je pense que c'est une discipline que l'on doit d'abord s'imposer à soi-même, parce que bien évidemment, c'est l'une des pentes et des tendances les plus naturelles chez les hommes, un des vices les plus naturels chez les hommes, c'est de se laisser aller au pulsionnel. Et dans le pulsionnel, il y a bien évidemment le commentaire immédiat. Et ça, on en est tous victimes, que ça soit à droite, au centre, à gauche, chez les apolitiques, ce que vous voulez. Et ce que vous dites est tout à fait pertinent, c'est-à-dire qu'on se laisse complètement dominer par la culture de l'instantané. Alors, ça, c'est pour parler globalement. Donc, je pense qu'on doit d'abord s'imposer la discipline d'essayer d'analyser les propos, les actes, les choses et les situations de la manière la plus froide et la plus dépassionnée possible. Alors, bien évidemment, c'est difficile. Moi, je passe mon temps dans mes chroniques à analyser des gens qui me disent que j'existe pas parce que les Français de souche n'existent pas, les Blancs n'existent pas, l'Europe n'existe pas, l'histoire de France n'existe pas, il n'y a pas d'art français, merci Macron, etc. Donc, je passe mon temps à analyser des gens qui me nient et qui m'insultent. Mais en attendant, l'exercice de l'écriture, c'est aussi une prise de recul. Et on en manque énormément. Alors, je ne parle même pas de l'analyse de la politique internationale, où là, on est dans une espèce de défoulement hormonal de part et d'autre. Et de l'autre côté, je pense aussi qu'on a des adversaires qui fonctionnent sur un principe beaucoup plus émotif et pulsionnel que ce que la droite a essayé de cultiver pendant des siècles, c'est-à-dire la raison d'un côté, l'ironie de l'autre. Et donc oui, en effet, le bon sens terrien, le terre-à-terre et la logique sont sans doute les principales armes, de mon point de vue, pour combattre le discours de gauche. Ouais. Et quel est le thème le plus important alors ? Parce que vous évoquez plusieurs thèmes. Quel est le plus important ? La vie politique en général, la culture, les médias, le féminisme, le phénomène LGBTQ, etc., l'immigration, l'islam, le wokisme ? Alors le thème, je vais vous faire une réponse de Normand. J'ai failli comptabiliser le nombre de chroniques par thème. Oui, alors là, en effet,
déjà, avant-première, c'est un premier tome, il y en aura un deuxième. Dans ce premier tome-là, en effet, c'est la partie politique et immigration qui sont les plus importantes, sachant que les deux sont bien évidemment extrêmement liés, extrêmement corrélés, et je pense que c'est déjà la menace principale qui pèse sur nous, qui pèse sur la France, c'est l'immigration de masse et ses conséquences, d'une part, mais c'est à la fois la menace principale et en même temps le symptôme de cet instinct de mort qui nous tire vers le bas. Et cet instinct de mort, il se traduit aussi par tout ce qui va avec dans la promotion médiatique et politique des idéologies les plus farfelues, les plus douteuses ou les plus mortifères, qu'elles soient militantisme LGBT extrême, qu'elles soient l'immigrationnisme de masse, qu'elles soient la promotion de l'art contemporain. Donc en fait, c'est quand même un tout. J'ai tendance à vous dire que le thème principal, c'est l'action de l'instinct de mort dans la politique. Voilà. Y a-t-il une chronique du livre que vous jugez plus importante ou peut-être plus révélatrice que les autres? Ah oui. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, moi, je vous dirais que révélatrice pour saisir un petit peu l'esprit des chroniques, on a une chronique plutôt récente que j'aime bien. Alors, c'est pas par auto-flagornerie, mais c'est Escoffier égale Croix gammée, qui est à la page 270. Et alors ça, c'était... Merci, comme ça me permet d'y aller. C'était une chronique qui réagissait en fait à une vidéo d'une chercheuse dans une université américaine, mais une chercheuse française qui était associée et hébergée par Sciences Po Paris. Sciences Po Paris s'en était lavé les mains a posteriori, mais c'était complètement de mauvaise foi parce qu'ils avaient apposé leur sigle sur la vidéo diffusée par cette fille-là, qui nous parlait dans un anglais avec un très mauvais accent de blanchité alimentaire. C'est-à-dire qu'elle poussait en fait l'interprétation décolonialiste, anticapitaliste, anti-hétéronormativité patriarcale, jusqu'à en fait analyser l'histoire de la gastronomie française comme une manifestation de du suprémacisme blanc. Et ça, en fait, ça a fait beaucoup rire et ça a aussi soulevé beaucoup d'indignation quand cette vidéo est sortie sur les réseaux sociaux et sur le site de Sciences Po en 2021. Et là, en effet, je me suis emparé du discours de cette fille qui nous explique qu'il y a une construction, parce que tout est construit, bien évidemment, une construction volontaire des référents identitaires avec les plats à base de cochon, un dénigrement du couscous. Et en fait, c'est une interprétation complètement farfelue et paranoïaque de sujets triviaux, on va dire, comme la gastronomie et la cuisine, pour prouver que le grand coupable de tout, c'est, comme d'habitude, l'homme blanc hétérosexuel, et généralement de plus de 50 ans, mais pas toujours. Poulet rôti égale nazi, quoi. Poulet rôti égale nazi, absolument. D'accord. Bernard Anthony, dans sa préface, explique Pierre-Henry est un formidable intercesseur politico-littéraire. Vous n'avez pas songé, puisque vous êtes un passeur entre la littérature et la politique, est-ce que vous n'avez pas songé à délaisser la littérature pour la politique ? Je pense qu'il y a plein de manières de faire de la politique. C'est pas à vous, je vais l'apprendre, Martial, mais le militantisme recouvre des formes assez larges. Et donc moi, grâce à Bernard Anthony et à ces différentes associations, j'ai commencé à militer, j'étais encore étudiant à l'époque, donc ça commence à remonter. Et je pense qu'on a des vocations qui sont un petit peu différentes, suivant les personnalités et suivant les talents, comme on dit. Lui a fait de la politique. Ah oui, lui en a fait. Échappé. Oui, lui en a fait beaucoup. Mais à la limite, je me vois plus dans l'ombre, dans l'écriture des discours, pourquoi pas, ou dans la rédaction des programmes, si jamais, sait-on jamais, plus qu'à la tribune en train de vendre mon programme. Pourquoi ? C'est une question de talent, voilà. C'est une question de... Il ne faut pas forcer son talent. Quand on se sent bon dans un certain domaine, je pense qu'il faut plutôt essayer de l'exploiter. Après, on peut tester différentes choses. J'ai déjà pensé éventuellement à un engagement au niveau des responsabilités locales. Pourquoi pas ? Ça arrivera peut-être un jour, municipal. Sait-on jamais. Si les politiques avaient attendu d'avoir du talent pour faire de la politique, ça se saurait. Bon, alors Bernard Anthony, oui, c'est vrai. Toujours lui, vous voit à la croisée des écrivains précieux. L'Auvergnat, tout comme vous d'ailleurs, Alexandre Vialat, mais il cite aussi Gustave Thibon, Louis Salleron, Marcel Decorte et Simone Veil, la philosophe. Est-ce que vous acceptez cette filiation ? C'est une filiation qui est un peu prestigieuse pour mes épaules, et vraiment, j'en sais encore gré à Bernard d'avoir dit des choses aussi gentilles dans sa préface. Filiation avec Alexandre Vialat, oui, déjà par l'auvergnitude, si je puis dire, et parce que Vialat a été, entre autres, le rédacteur pendant des décennies de chroniques dans la montagne, avant que la montagne ne devienne, comme le Parisien
devient une espèce d'organe local de gauche, mais de chroniques absolument délicieuses qui étaient vraiment d'un grand style français et d'un grand style propre à Vialat, et qui maniait en fait une espèce d'humour, presque un humour à l'anglaise, un humour absurde, sur des sujets d'actualité, mais extrêmement divers, parfois extrêmement triviaux, comme le Tour de France, la bicyclette, etc. Mais avec vraiment une pensée élevée, une pensée érudite aussi. C'était quelqu'un de grand style et de grande culture. Tout comme Gustave Thibon. Tout comme Gustave Thibon, dans un style très différent, parce que lui, c'était plus l'analyse. Alors, ce que j'admire, entre autres choses, chez Thibon, c'est justement l'attachement, l'enracinement dans le sol, et le sol paysan en particulier. Et s'il y a un grand philosophe paysan, quand cet imbécile de Bernard-Henri Lévy disait de lui que c'était un philosophe provincial, je crois, ou quasiment un plouc, c'est bien au contraire ce qui fait l'immense en fait, intérêt et l'immense dignité de la pensée de Gustave Thibon, en plus en rapport bien évidemment avec tous les sujets ayant trait à la fois. La découverte de Simone Veil d'ailleurs, qui elle a écrit magnifiquement sur l'enracinement. L'identité, bien évidemment. L'identité. Donc cette filiation, vous l'acceptez finalement? Oh oui, modestement. Voilà, pas de modestement. talent pour faire de la politique, mais suffisamment peu d'humilité pour accepter cette filiation. Oh bah, on fait ce qu'on peut, hein, voilà. Non, mais oui, je prends à mon compte, en tout cas Vialat. Voilà, c'est un propos satirique, bien oui, évidemment. Bien sûr. Avez-vous un nouveau projet en cours? Peut-on s'attendre à une suite de SOS? Alors, vous me l'avez dit. Oui, tout à fait. Un deuxième, pas un second. Alors un deuxième, parce qu'il y aura, et on continue d'écrire quand même, parce que les chroniques continuent de sortir dans chaque nouveau numéro de Reconquête, donc tous les mois. La revue du Centre Henri et André Charlier. Il y aura un tome 2 qui portera sur des thématiques différentes, en particulier la culture et l'art contemporain, les médias, les questions religieuses, et tout ce qui concerne les délires LGBT, etc. Militantisme féministe aussi, ça j'en parlerai sur pas l'art mal. contemporain, je pense que Aude de Queyros pourra lire tranquillement l'ouvrage ou pas? Je pense qu'elle pourra lire aussi, avec grand plaisir. Et j'ai puisé chez Aude de Queyros d'ailleurs beaucoup de réflexions chez Christine Sourgens aussi qui avait fait... Aude de Queyros qui est venue souvent à TV Liberté et qui pourfend les escroqueries souvent nombreuses de l'art contemporain. Ce qu'elle appelle l'AC, qui est en effet art contemporain, qui est une espèce de système de pyramide de Ponzi qui repose sur la crédulité des uns et la rouerie des autres. Mais pas toujours, il y a du talent aussi quelque part. Bien caché. Il y en a forcément. Toute époque a ses talents, mais ce ne sont pas ceux qu'on met en avant dans les grands musées et les grandes galeries internationales, malheureusement. Satirique, mais aussi réactionnaire. Ah oui, intégralement, intégral. Réactionnaire intégral. Oui, la réaction c'est la vie, disait Bruno Gollnisch, et réactionnaire intégral comme Nicolas Gomez Davila, penseur colombien aussi de très haute tenue comme Gustave Thibon. Oui, en fait, pas réactionnaire dans tout, bien évidemment, c'est archéo-futuriste peut-être, d'une certaine manière aussi, mais il y a en effet, tout a toujours très mal marché, disait Bainville, mais à certaines époques plus qu'à d'autres, et je regarde en effet beaucoup d'éléments du passé que j'ai connu et du passé que je n'ai pas connu, avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup de regrets. Mais le futur reste une source d'espoir et de créativité aussi. Donc il faut savoir faire la part des choses. Mais une partie réactionnaire assumée avec plaisir. Ouais. C'est dit. Pierre-Henri, merci beaucoup. Merci d'avoir défendu si joliment votre ouvrage. Merci à vous, téléspectateurs à découvrir un ouvrage qui ne laissera pas de marbre et surtout vous passionnera. Et merci de l'avoir fait avec beaucoup de dynamisme merci à vous, Martial. Et de force. Merci à vous. Bon courage. Merci.